Les matins luxe avec Donia Hachem et Rachid Embarki. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans les matins luxe. À l'aune de l'ère numérique se trouve un chemin à la fois éclairé et obscurci par la création la plus profonde de l'intellect humain, l'intelligence artificielle. Par ces mots, je vous propose d'immerger dans le roman Renaissance Now. Alors ce n'est pas qu'une fiction, car au fil des pages, on se rend compte que l'intrigue est bien ancrée dans le réel, dans un futur qui pourrait être pas si lointain que ça, où il est question d'IA générale, de calcul quantique, d'épigénétique, de jumeaux numériques, mais ne l'oublions pas, surtout d'humanité. Renaissance Now, anticiper l'IA et la révolution quantique pour booster votre business et votre longévité en parfaite santé. C'est le titre complet du livre signé Karim Amor, notre invité ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Donia. Alors Karim Amor, on vous connaît, chef d'entreprise, président de la 13e région de la CGEM, engagé aussi dans l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes, à travers notamment l'initiative M-Founders. Vous avez plus d'une corde à votre arc. Et aujourd'hui, donc, on vous reçoit à l'occasion donc de la publication de Renaissance Now, publiée en anglais, en arabe, en français. Début 2025, nul doute que l'IA dominera encore de nombreux débats sur la scène économique internationale. Après plusieurs mois où l'IA a bouleversé, bousculé les usages et les pratiques de nombreuses personnes, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à écrire ce livre? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Dans votre question, il y a la réponse. En fait, l'IA fascine tout autant qu'elle inquiète. Elle fascine par ses capacités à pouvoir se mettre en parallèle avec l'intelligence humaine. Je dis en parallèle parce qu'on a souvent l'occasion de les comparer. Et je pense que c'est pas quelque chose qu'on doit faire forcément, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est pour dire quel est l'avenir du genre humain à l'aune de l'IA et des calculs quantiques. Pourquoi? Parce que cette IA a été inventée très tôt, en 1957, avec deux paradigmes. Le premier paradigme, c'était de dire que certains chercheurs essayaient d'imiter le cerveau humain de manière biologique et de relier cette imitation à des matrices qui étaient des matrices digitales. Et ensuite, on a dit, il y a une deuxième école qui est celle de dire, je dois imiter la vie, donc les échanges, le langage, et à travers ces échanges et ce langage, essayer d'accumuler le maximum de data possible pour reconstituer l'intelligence humaine. Et c'est la deuxième école qui, pour l'instant, a gagné. C'est-à-dire l'école des data, et c'est la raison pour laquelle vous avez des large language models, des modèles de langage larges, qui reprennent 400 000, 500 000, 700 milliards, de paramètres. Et donc ces 700 milliards de paramètres, c'est autant de data qui sont accumulés pour pouvoir imiter, je dis bien imiter, encore une fois, l'intelligence humaine. Mais la différence, c'est que nous, les êtres humains, nous sommes nés et nous avons évolué par le langage. C'est comme ça que nous communiquons depuis la nuit des temps. Ça a commencé par le langage de la fumée. Je pourrais pas être aussi précis que certains là-dessus, mais on a toujours communiqué entre nous par le langage, et donc le langage de la fumée, des signes, de la voix et de la langue. Et aujourd'hui, l'IA imite absolument parfaitement, voire surpasse cette capacité à communiquer par le langage. C'est pour ça qu'elle fascine, parce que j'explique dans mon livre, notamment à la fin, où je donne des nouvelles de comptoir, c'est-à-dire mes pensées après avoir écrit ce livre, et je dis que l'IA est une technologie schizophrène. Parce que pendant que vous vous extasiez quand le ChatGPT vous déroule la stratégie marketing pour les prochains 6 mois dans votre entreprise, votre Human Resources, votre RH, est en train de préparer votre éviction de la compagnie parce qu'il n'a plus besoin de vous. Et donc, il y a une espèce de paradoxe en cette magie que nous avons en face d'un ChatGPT, dont on a beaucoup parlé, et en même temps, un risque pour le genre humain de se voir dépassé dans ce qu'il qualifie, lui, d'intelligence. Après, on verra qu'il y a plusieurs types d'intelligence,
et que c'est là que tout se joue. Alors en tout cas, Karim Ammor, ce que vous avez réussi à faire dans votre livre avec ce roman, eh bien c'est aussi de rendre accessible ce sujet, parce que souvent ça peut paraître compliqué. Là, vous essayez justement de donner des clés pour comprendre. Il y a des notions aussi qui sont vulgarisées. Donc, c'est vraiment un livre accessible à tout public, pas forcément aux initiés. On n'est pas non plus dans une succession de jargon complexe, bien au contraire. Donc, en ça, c'est un exercice qu'il fallait aussi soulever. L'intrigue captive, interpelle autour de notions clés d'ailleurs, et notamment celle d'intelligence artificielle générale. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui la distingue de l'intelligence artificielle classique? Eh bien, l'intelligence artificielle classique existe, comme je vous l'ai dit, a été développée et a été déployée depuis 1957. On la voit, par exemple, dans nos téléphones, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est cette intelligence même qui vous permet d'être choisi par Netflix, qui vous suggère des films. Quand vous avez vu un certain nombre de films, elle apprend de vos goûts. Et donc, c'est une forme d'intelligence artificielle que je qualifie de faible, qu'on peut qualifier de faible. Et nous nous acheminons de plus en plus vers une intelligence artificielle dite forte, c'est-à-dire qui est capable d'analyser à notre place, d'apprendre beaucoup plus vite que nous, mieux que nous, moins cher que nous. Et dans mon livre, je qualifie... Alors, vous avez parlé d'intelligence artificielle générale. Générale, oui. Il y a énormément de définitions de l'intelligence artificielle générale, et la définition que j'ai donnée dans mon livre pour expliquer pourquoi elle viendra avant 2029, et probablement même beaucoup plus avant. D'accord. C'est que cette intelligence générale, qui est basée aujourd'hui sur le langage, sera capable de faire pratiquement 90% des tâches d'un être humain, plus vite que nous, moins cher que nous, et mieux que nous. Et ça, c'est un paradigme qui vient frapper de plein fouet notre société, qui est une société essentiellement matérialiste, où nos repères sont des repères du temps et de l'espace, et où on va se voir de plus en plus, entre guillemets, concurrencé par cette intelligence artificielle. Tout à l'heure, vous avez parlé, dans l'émission, vous évoquiez les taxis. Oui. Et vous parliez d'une ère où les taxis ont des agréments et où il y a une législation qui suive les taxis. Le premier chapitre de mon livre évoque l'histoire de cette femme, Sarah, qui monte dans un taxi dont je ne nommerai pas le nom et qui est très connu aux États-Unis et que j'ai emprunté en Californie. Et elle vit l'expérience d'un taxi autonome, elle qui avait l'habitude de conduire sa voiture partout où elle allait. Alors ça tombe bien que vous souligniez cet extrait parce que je l'avais noté. L'occasion, après vous pourrez continuer, l'occasion de rappeler que justement dans votre ouvrage, le bien-être, l'impact positif de l'IA sur la santé est au cœur de l'ouvrage. Le lecteur suit la protagoniste Sarah, une femme dynamique de 50 ans qui a des soucis de santé et qui va trouver de l'espoir, du réconfort grâce à l'IA, même si dès le début on voit qu'elle est sceptique justement quand elle monte dans ce véhicule sans chauffeur. Comment faire confiance à un robot pour conduire en toute sécurité alors qu'il est déjà assez difficile de faire confiance à un chauffeur de taxi humain expérimenté? Vous la posez cette question et c'est vrai qu'on soulève cette pointe d'ironie aussi. Oui, tout complètement. Et on se dit qu'on est dans une nouvelle ère où est-ce que les agréments vont être donnés à des personnes humaines ou ils vont être donnés à des robots qui vont piloter les taxis à l'avenir. Alors au Maroc, on voit ça venir un peu plus tard et Dieu merci, dans mon livre, j'évoque la rupture, en fait, la différence entre les pays extrêmement développés qui vont se voir frapper les premiers, je dis frapper parce que ça va être une tornade, et les pays en voie de développement qui, eux, gardent encore des valeurs éminemment humaines, une organisation de la société qui est encore un petit peu moins, on va dire, automatisée que celle des sociétés développées et qui peuvent, de ce fait, aller chercher une approche de l'IA ou de l'IA forte, voire des calculs quantiques dont on parlera tout à l'heure, qui va un petit peu mitiguer ce risque ou le voir arriver moins vite et de fait le préparer mieux. Alors, pour reprendre l'exemple de Sarah dans le taxi, Sarah se pose diverses questions. D'abord, elle est fascinée
par le fait que ce taxi la conduit de manière autonome et que de ce fait, elle peut profiter de ce temps de commuting, de transit, pour faire d'autres choses, réfléchir à Mais autre j'ai envie de chose. dire, cette fascination, elle évolue aussi au fil du temps, de par son apprentissage de l'IA. Parce qu'au début, on peut la sentir perplexe, et au fil de son expérience, on va dire qu'elle va avoir avec notamment cette IA pour sa santé, on voit que ça la rassure quelque part. Elle se sent peut-être plus à l'aise. Oui, alors elle a évidemment tous les bons côtés de l'IA qui la touche quand elle arrive à l'hôpital pour voir son médecin. Et en même temps, elle a dans ce taxi une impression complètement mitigée. Elle se dit c'est fascinant ce taxi qui roule tout seul, mais en même temps, est-ce que mon cerveau qui a l'habitude, vous savez, quand vous conduisez une voiture, votre cerveau fonctionne à 1000 à l'heure. Il a une capacité de rayonner à pratiquement 190-195 degrés et de surveiller tout ce qui se passe. Donc il travaille beaucoup. Et quand vous êtes dans un taxi ou quand vous êtes conduit par un chauffeur, vous n'avez pas ce genre de fonctionnement du cerveau. Elle se dit, est-ce que nous sommes en train d'aller vers une ère où nos cerveaux vont shrink, comme on dit en français, vont s'atrophier, Oui. en quelque sorte. L'impact cognitif. L'impact cognitif va être énorme. Et le fait que ces ChatGPTs of the world font des choses que nous étions capables de faire, peut-être que ça va nous rendre paresseux. Et cette paresse, qui est en parallèle avec l'évolution exponentielle des IA, va peut-être nous amener dans une société où on doit trouver forcément, et c'est l'objet du livre, qui est un livre, comme vous l'avez dit, que c'est une fiction réaliste sur les 3 prochaines années. Donc c'est pas une fiction à long terme, c'est une fiction sur les 3 prochaines années, où il y a des choses qui vont se passer, et où il y a les mondes à 2 vitesses. Ce monde bipolaire que nous connaissons tous, qui est le monde de la lutte entre les États-Unis pour la technologie et la Chine. Et je crois que le développement et la capacité des sociétés occidentales dites développées à montrer leur supériorité ne va pas se faire par l'industrie. Elle va se faire par l'intelligence. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre des intelligences entre différents pays pour atteindre cette intelligence générale qui va faire qu'on va avoir une supériorité de capacité dans tous les autres domaines, grâce à cette intelligence générale qui va vous pouvoir faire plus vite, mieux et moins cher que l'être humain, et donc probablement occuper l'espace. Et quand cette intelligence va être cognitivement connectée à l'humain, et c'est ce que j'évoque dans mon livre, elle est aujourd'hui, on en est un petit peu aux prémices, quand on voit des sociétés qui sont capables à travers des fibres de rentrer dans votre cerveau et cognitivement de corriger un certain nombre de dysfonctionnements que vous pourriez avoir même dans votre manière de marcher, eh bien demain ça va se faire par des nanorobots qui vont être injectés dans votre sang et c'est en cours, c'est dans les laboratoires des meilleures sociétés, des sociétés les plus avancées du monde dans le domaine, et elle va venir cognitivement se connecter à vos synapses et pouvoir développer des capacités, vous connecter avec une bande passante beaucoup plus courte qu'elle n'est aujourd'hui avec votre téléphone à des environnements cognitifs qui vous permettront d'être, entre guillemets, un être supérieur. Alors Sarah, au fil des pages, découvre l'épigénétique justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les nouveaux chemins qui nous amènent vers l'épigénétique et dans quelle mesure justement c'est une avancée pleine de promesses? Oui, alors évidemment ce livre a un fil rouge qui est la santé connectée. Et cette santé connectée, elle va nous rendre énormément de services parce qu'il y a des côtés un peu sombres de l'IA, mais il y a des côtés extrêmement forts pour nous. Et on doit voir les deux. On doit pouvoir cohabiter avec les deux pour trouver une voie vers notre avenir. Et elle découvre l'épigénétique. Mon groupe technique s'appelle Epineon, d'où épigénétique. Pourquoi? Parce que l'épigénétique, c'est ce sur quoi on peut agir, ce sur quoi l'être humain peut agir. Nous naissons avec un code génétique qui sont de notre père et de notre maman, à 50% notre papa et 50% notre maman, et ce code génétique, et peu de gens le savent, ne représente que 20%. Oui, je trouvais que ça c'était intéressant puisque finalement il est possible d'agir. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, sauf dans certains cas, par exemple des gens qui naissent avec un diabète de type 1,
où leur pancréas est complètement incapable de produire de l'insuline, eh bien là, ils ont une vie qui est conditionnée par ça, bien que aujourd'hui on est en train de travailler sur des pancréas artificiels qui permettront de produire de l'insuline. Mais restons figés sur cette IA qui en représente 20%, et surtout sur celle qui représente 80%, qui est le fait que, en fonction de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de qui vous fréquentez, de ce que vous mangez, de où vous vivez, quel air vous respirez, vous avez la possibilité d'ouvrir et de fermer les portes protéiniques de cette génétique, de ce code génétique avec lequel vous naissez, et qui fait que votre génétique que vous allez communiquer à vos enfants n'est pas une fatalité, celle par laquelle vous allez mourir avec votre code génétique ultime, n'est pas la fatalité de votre code génétique initial. Et c'est magique. Pourquoi ? Parce que j'explique dans le livre que si vous arrivez à être connecté par un moyen ou à un autre, votre santé, votre réflexion, à une IA qui peut arriver à comprendre ce que vous faites, arriver à détecter ce que vous faites, eh bien vous avez la capacité de le corriger. En fait, la magie, c'est que vous pouvez l'auto-corriger. Ça, c'est dans le domaine de la santé, dans le domaine cognitif, dans le domaine de l'intelligence en général. Alors justement, pour l'illustrer, dans votre livre, vous nous donnez un aperçu de comment une IA peut devenir un compagnon de vie, un double numérique, c'est le cas pour Sarah, ce qui lui permettra d'améliorer ses performances dans de nombreux domaines d'activité. C'est ça le futur de la santé, mais en même temps, on pourrait se demander s'il n'y a pas quand même des limites. Si, on va dire, cette IA, si elle prend le dessus, on va dire, sur notre manière de vivre ou les actes qu'on peut faire au quotidien. Alors là, vous avez touché un point d'acupuncture qui est très très puissant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vrai, cette IA va nous rendre énormément de services. L'IA et les calculs quantiques, qui sont des calculs qui calculent 10 milliards d'années de manière plus puissante qu'un supercalculateur, notamment regardez la semaine dernière, et c'est sur mon LinkedIn, parce que tous les jours je partage avec ma communauté les évolutions de dernière minute qui nous permettent d'entrevoir la vie avec un esprit critique, avec une anticipation et le sens du partage. Évidemment, cette IA, elle se traduira par des compagnons numériques que nous avons déjà. Aujourd'hui, on est dans une ère d'agents, et donc ce sont des agents d'IA qui vont pouvoir effectuer des tâches à notre place, mais aussi dialoguer avec nous, échanger avec nous, probablement nous conseiller. Vous avez lu le livre et je vous en remercie parce que vous avez été profondément pétri dedans et c'est tout à votre honneur de venir. Il est facile, encore une fois. C'est vrai que je le dis parce que on pourrait parfois être réfractaire en disant ça va être complexe, etc. Mais non, c'est vraiment un roman. On plonge dedans et on a envie de découvrir la suite. C'était fait. Parce que merci. Ça nous touche. C'est un compliment parce que moi étant un scientifique à la base, j'ai eu beaucoup de mal d'arriver à écrire pour monsieur et madame tout le monde. Parce que quand vous êtes pétri dans le monde scientifique, vous découvrez des choses avec vos équipes toute la journée, vous êtes déformé. Et donc c'est très compliqué de pouvoir expliquer d'une manière didactique et d'une manière progressive cette arrivée foudroyante. Je dis encore une fois foudroyante parce qu'on est dans... D'ailleurs, je me suis demandé, ce choix du roman, ça a peut-être pas été si évident que ça pour vous. Je me disais, c'est aussi un challenge. Oui, c'était une forme d'exorcisme pour moi, de travailler sur des domaines très profonds comme les simulations quantiques, arriver à découvrir des choses avec des équipes fantastiques à travers le monde, et puis en même temps, pour savoir et comprendre ce que cette technologie peut apporter d'extraordinaire, mais aussi comment elle peut être déviée par des personnes, parce que la différence entre cette technologie et d'autres, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie est la portée d'un enfant de 12 ans qui peut, n'importe où dans le monde, l'utiliser. Alors quand je dis un enfant de 12 ans, ça peut être de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans, de 40 ans, de 60 ans, et qu'il peut l'utiliser pour coder quelque chose qui peut faire du mal. Tout comme il peut coder quelque chose pour faire du bien. Alors, récemment, la semaine dernière, j'ai eu une discussion avec des chercheurs qui me disaient, mais tu comprends, c'est un développement d'une technologie qui nous permet de faire dans nos labos, etc. Je dis, mais vos labos, vous les oubliez, parce que cette technologie permet de faire des choses que vous faites dans vos labos, mais à partir de ma chambre à coucher. Et pour tout le monde. Ça veut dire que j'ai 8 milliards de personnes auprès desquelles cette technologie pour lesquels cette technologie peut servir à faire des choses extrêmement bonnes, mais aussi extrêmement mauvaises. Et regardez ChatGPT par exemple. ChatGPT,
occupe aujourd'hui 80% de l'espace des LLM, des Large Language Models, donc des modèles qu'on utilise, des modèles de langage. Et en fait, on dit que ChatGPT est avancée, mais en fait, elle est avancée parce qu'elle vous connaît bien. Parce que toutes les questions qui ont été posées depuis fin novembre 2022 par l'être humain à ChatGPT lui a permis d'avoir encore plus d'informations pour entraîner ces modèles. Donc en fait, plus elle est alimentée, plus elle est évidemment, plus elle connaît l'être humain. Et donc, elle est à même, comme d'autres modèles de langage, capable de vous comprendre. Et c'est ça le danger. Je ne sais pas si vous avez vu le film Her, qui est un film qui a 20 ans, où un être humain, un homme, absolutely. Et il tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui, comme vous l'avez dit, communique avec lui. Et aujourd'hui, on est dans cette ère où l'intelligence artificielle vous connaît depuis longtemps dans vos réseaux sociaux, mieux que vous-même. Et donc, elle est capable, à travers ChatGPT, de comprendre votre esprit cognitif. Et non pas d'être capable de faire la même chose, mais de l'imiter. Et on a l'impression que l'IA forte, notamment celle qui est en cours de déroulement, n'est pas capable d'avoir des sentiments. Eh bien, quand on réfléchit à l'être humain, d'où viennent nos sentiments? Ils viennent de ces milliards de data que nous avons emmagasinés depuis qu'on est dans le ventre de notre maman. Même notre intuition. Dans mon premier livre que j'avais écrit avec Si Mohamed Mejra, qui parlait des surprenants entrepreneurs marocains, j'avais tout un chapitre sur l'intuition. Et un journaliste m'avait un jour posé la question sur le fait que de parler de cette intuition, et je lui avais dit, mais l'intuition, ça n'est que la mobilisation en une fraction de seconde de toute notre expérience de vie au service d'une décision. Eh bien, la différence, c'est que ChatGPT ou d'autres LLM ont des centaines de milliards de paramètres à leur disposition qui viennent de l'histoire, de la géographie, des langues, de la civilisation, capables de vous engager vers un processus cognitif ou une assistance à votre processus cognitif pour prendre une décision. Et je dis, et c'est la philosophie du livre, et pour moi, et c'est pour ça que je l'ai écrit, je dis que l'être humain va être concurrencé dans tous les espaces de vie matériels qu'il connaît. Et que nous avons, et c'est peut-être le point angulaire du livre, nous avons d'abord intérêt à essayer par l'esprit critique, à essayer de chercher la vérité, parce que vous avez vu comme avec les fake news, la vérité est en train de disparaître progressivement, que les journalistes que vous êtes sont en train de se voir, on va dire, supprimer égoïstement de leur capacité de raisonnement qui est prise par quelque chose d'autre qui est capable d'accumuler beaucoup plus d'informations que vous et moi en ce temps qui nous est imparti pour faire une analyse d'un sujet et donc aller chercher beaucoup plus d'informations. Inconcurrençable. C'est inconcurrençable. Et je dis que c'est un parti pris tout à fait personnel. Je dis à un moment donné dans le livre, et c'est le point d'orgue pour moi de ce livre, et c'est le point philosophique du livre, je dis, nous avons l'habitude de voir la vie sous le prisme d'Einstein, c'est-à-dire sur les 4 dimensions, du temps, de l'espace, de la profondeur, etc. Et que ce prisme d'Einstein nous fait prendre conscience de notre société matérielle et nous dirige et nous permet de nous repérer dans cette société. Et que l'être humain, s'il devait être concurrencé, et il est encore temps, mais le génie est en dehors de la bouteille déjà, si nous devions réfléchir à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, à l'aune de cette intelligence artificielle générale, de ces calculs quantiques, il nous faut trouver d'autres dimensions que celles que nous apprécions. Peut-être d'autres dimensions d'appréhender ce que c'est que la richesse, ce que c'est que l'argent. Et nous coller, essayer de nous coller de plus en plus. Plus l'intelligence artificielle va arriver, plus nous avons intérêt à aller nous coller vers des relations plus humaines. Et il y a d'autres dimensions d'intelligence que nous n'avons pas abordées dans notre vie quotidienne. Vous avez par exemple la théorie des cordes, qui est l'intelligence d'un physicien qui s'appelle Bohr, qui a toujours un peu concurrencé Einstein dans ses pensées, et c'est une intelligence quantique.
Il y a 11 dimensions de cette intelligence quantique, mais il y en a d'autres. L'intelligence quantique a d'autres dimensions. Alors justement, votre livre aussi correspond avec l'annonce, on va dire, de l'arrivée des premiers ordinateurs quantiques, justement, qui viennent aussi là. Ce serait aussi une révolution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque c'est vrai que dans votre ouvrage, il ne s'agit pas que de l'apport de l'IA dans la santé. Il y a vraiment les apports possibles pour résoudre les grands défis, on va dire, les grands challenges de l'humanité, que ce soit l'énergie, le réchauffement climatique, comment on gère nos déplacements en ville. Voilà, vous faites un parallèle avec justement cette technologie quantique. En quoi est-ce que c'est une révolution? Est-elle, on va dire, de la même hauteur que cette IA, ou est-ce que les deux sont amenés à cohabiter? Quelle cohabitation possible? Quelle synergie? Super question, j'adore. En fait, vous avez raison, elles sont appelées à cohabiter. Elles ne fonctionnent pas de la même manière. Elles procèdent de deux approches différentes. La première, l'intelligence artificielle classique, procède d'un apprentissage, en tout cas pour l'instant. On n'est pas encore arrivé, et certains scientifiques travaillent sur le rapport biologique de l'intelligence artificielle, donc la première école, la toute première école. Et c'est peut-être celle-là qui va nous amener vers ce qu'on appelle la super intelligence, l'intelligence, la super intelligence. Maintenant, les calculs quantiques président d'autres formes d'approches, mais ce sont toujours des IA, des intelligences artificielles, qui cette fois-ci quantiques, travaillent sur, au lieu de travailler sur les bits et les octets, travaillent sur, au lieu de travailler en 0 ou en 1, comme on a l'habitude de le voir, travaillent en même temps sur ces 0 et ces 1 en même temps. Donc ils sont binaires. Et en fait, l'approche quantique, c'est une approche de l'observeur. C'est celui qui observe un état. Vous observez un état quantique à un moment donné. C'est ce que c'est le fameux chat de Schrödinger qui a vu l'avènement de cette technologie quantique. Alors le calcul quantique, c'est quoi? C'est pouvoir utiliser des chips qui vous permettent de faire des calculs extrêmement profonds et parallèles d'un seul coup. Je la vulgarise au maximum. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est comme si vous aviez un labyrinthe et que vous ou moi ou Rachid, nous étions en train d'essayer de trouver la meilleure voie pour sortir du labyrinthe. Sauf que le calculateur quantique, en 1/10 de nano de fraction de seconde, il va prendre toutes les étapes en même temps pour sortir du labyrinthe. Il va vous dire c'est ça. Et donc c'est des calculs extrêmement puissants, extrêmement profonds, qui correspondent à plusieurs dizaines de milliards d'années de calcul d'un supercalculateur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'être humain, effectivement, et j'en suis convaincu, je le dis dans le livre, c'est un certain nombre de convictions qui sont quelquefois personnelles, quelquefois partagées par d'autres, où je dis, eh bien, je pense que la compatibilité entre l'intelligence artificielle classique et les calculs quantiques va permettre, à travers la fusion nucléaire notamment, et je parle beaucoup de fusion nucléaire, j'explique pourquoi cette fusion nucléaire va nous permettre de résoudre le problème climatique avec une approche qui va permettre de gérer l'énergie de l'ère industrielle que nous connaissons grâce à ces calculs quantiques. Elle va nous permettre d'avoir une approche sur la santé où on va découvrir des traitements en pratiquement, je vais dire, 1 mois au lieu de 10 ans. Donc vous voyez qu'on est dans des perspectives qui nous changent complètement nos paradigmes. On va être dans des accompagnements aux tests médicaux qui vont être beaucoup plus profonds et beaucoup plus rapides, avec une capacité d'emmagasiner beaucoup plus d'informations et de tester en simulant ce qui peut se passer sur un être humain. Aujourd'hui, quand vous inventez un médicament, vous mettez 10 ans. Quand vous voulez le faire valider, vous mettez 10 ans. Et avec des tests sur les humains, ce qui fait qu'il arrive sur le marché au bout de 20 ans. Et en 20 ans, vous avez les tests que vous avez. Mais quand vous avez une capacité de calculer des dizaines de milliards d'années de manière plus puissante l'impact de votre médicament, eh bien vous avez plus de sûreté sur l'impact biologique qu'il peut avoir sur l'être humain, parce que, précisément, aujourd'hui, par exemple, vous avez Google qui a développé des technologies pour le pliage de protéines, qui est la voie royale pour découvrir des médicaments, sauf que, à travers l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, Google a développé plus de 230 millions de manières de plier des protéines. Milliards de manières de plier des protéines. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, la convergence ou le parallélisme entre ces deux technologies
c'est certain, va améliorer le monde dans lequel nous vivons. Mais la philosophie du livre reste à dire, que devenons-nous, nous? Quel chemin, nous, les êtres humains, nous devons adopter ou nous pourrions appréhender pour approcher ce nouveau monde, et c'est la raison pour laquelle ça s'appelle Renaissance Now, c'est-à-dire réveillons-nous, it's a wake-up call, c'est un réveil. Alors justement, Karim Amor, et peut-être qu'on terminera là-dessus, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps. Il y a plein de sujets de discussion intéressants autour de ce livre. Malgré ce ton positif du roman, vous êtes aussi réaliste. L'IA, finalement, on s'en rend compte, est capable du meilleur comme du pire. Et vous l'avez souligné à l'instant. La question, c'est quel est le chemin que va emprunter l'humanité. C'est vrai que la réflexion que je me suis faite, je me suis dit, connaissant l'homme avec un gros H, je me suis demandé si finalement on ne s'orientait pas vers le pire, puisque on a quand même, l'histoire nous montre que les erreurs ne se font pas qu'une seule fois. On voit aujourd'hui les clivages, les crises qui existent dans le monde sans qu'on ait la capacité, en tout cas, voilà, quand je dis voilà, quand on parle de crise climatique, malgré des rapports du GIEC, de scientifiques, voilà, on voit pas d'issue à cette crise. Et je me suis demandé, voilà, est-ce que l'humanité ne risque-t-elle pas d'être guidée par des mauvaises intentions, à l'instar, par exemple, de Travis, votre personnage, le chef d'entreprise, qui, on va dire, est plutôt attiré par des profits, prêt à tout, pour toujours plus de croissance, quitte à prendre des décisions contraires à l'éthique de son entreprise dans laquelle travaille Sarah d'ailleurs. Donc voilà, c'est quand même on reste sur une forme, on a envie d'être optimiste, mais on se demande où est-ce que l'on va. C'est précisément l'objet du livre, c'est de dire, nous allons dans une ère extrêmement matérialistiquement intéressante, et nous allons vivre les 5 prochaines années dans un espèce de dilemme très très profond. C'est un dilemme existentiel que nous allons nous poser, parce que plus les taxis autonomes vont prendre la place, plus la machine va prendre la place. On estime, en 2035, qu'il y aura plus de 10 milliards de robots humanoïdes. C'est pas moi qui le dis, ce sont ces producteurs de robots humanoïdes. Et un robot humanoïde, c'est quoi? C'est une imitation de l'homme, au service de l'homme, pour pouvoir, dans les usines, faire les travaux que l'homme fait aujourd'hui, pour pouvoir demain faire des tâches ménagères que l'homme avait l'habitude de faire. Et quand vous regardez les Blue Zones, qui sont les zones des centenaires, vous vous rendez compte qu'ils ont 4 dimensions. Et c'est ce que EPI défend, c'est ce que notre technologie est en train de défendre quand vous aurez un bracelet à votre bras et qui va vous pouvoir permettre de voir la vie sur ces 4 dimensions. Vous avez la dimension de votre santé physiologique, psychologique, la psychomotricité. Vous avez la dimension sociale, comment est-ce que je peux me réunir avec des gens et parler avec eux. Et vous avez la dimension growth and contribution, comment je peux grandir dans ce monde. Et je pense que quand vous discutez avec les grands développeurs de ces technologies, et ça m'arrive régulièrement dans un groupe auquel j'ai l'honneur d'appartenir, ils disent, en tout cas, eh bien, il va falloir qu'on trouve un nouveau purpose, une nouvelle raison d'être. Nous, on développe parce qu'on peut pas faire autrement. Il y a une espèce de guerre, non seulement entre certains pays que nous avons nommés, mais il y a aussi une guerre entre les compagnies. Les compagnies, aujourd'hui, ne peuvent pas arrêter. C'est un processus qui est résolu et qui fait que on ne sait pas d'où il va aller. Vous avez les IA qu'on appelle les IA récursives, qui elles-mêmes se placent dans des réseaux télécoms, elles-mêmes vont des clouds toutes seules. 70% aujourd'hui du repository GitHub des IA contient des IA autogénérées. Ça veut dire qu'on a des chances, Dunia, demain, on a des possibilités pour que l'IA prenne le contrôle. Et la question que je pose dans le livre, c'est si on avait, et les statistiques de ces chercheurs sont claires, elles vous disent, eh bien nous avons entre 10 et 15%, voire 20% de chances pour que l'IA prenne le contrôle sur l'humain. Je vous pose la question, Dunia, et je la pose à nos auditeurs. Si vous aviez la possibilité de dire que l'IA va à 1% de chance de prendre le pas sur l'humain et de prendre le contrôle sur l'humain, est-ce que vous prendriez cette chance? C'est précisément là toute la dynamique de la philosophie du livre Renaissance Now, c'est est-ce que nous sommes prêts à accepter
d'être contrôlé par des IA. Et si c'était le cas, parce que nous sommes dans l'ère de l'IA forte, si c'était le cas, que deviendrions-nous en tant qu'êtres humains? Et il est toujours temps d'aller chercher ces autres dimensions. Le yoga a, je crois, 12 à 16 formes d'intelligence qu'il préconise. Pourquoi n'allons-nous pas réfléchir dès aujourd'hui sur ces formes d'intelligence que proposent les domaines quantiques, le domaine de l'infiniment petit, ces domaines que propose l'IA et d'autres aussi philosophies de vie qu'on doit pouvoir Donc appréhender. finalement, Renaissance Now, vous l'avez dit, un wake-up call pour se réveiller de cette hypnose collective. Complètement. On finira là-dessus. En tout cas, Renaissance Now, donc disponible en anglais, en français, en arabe, en quelques clics. Sur Amazon. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. En tout cas, si le sujet vous intéresse, en tout cas, il est passionnant et c'est vrai que la manière dont vous en faites le récit nous permet en tout cas de pousser la réflexion. Et pour ça, merci d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée Merci à vous et à Lux Radio de m'avoir reçu. Merci Donia, merci aussi à votre invité pour cet entretien passionnant, à retrouver bien sûr en podcast sur l'application Lux Radio. À suivre dans les matins Lux, nous parlerons de tourisme. L'année 2025 va-t-elle voir les performances du secteur s'inscrire dans la durée? Quelle perspective pour les 12 prochains mois? Nous en parlerons avec Hamid Bentahar. Il est président de la Confédération nationale du tourisme. Il vient de nous rejoindre dans ce studio vers 9h. Nous retrouverons aussi l'essentiel de l'actualité et le coin des cryptos. À tout de suite.